suis en direct. OK. Petit ajustement. Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Tout le monde me parle. On a gardé nos bonnes habitudes de commencer en retard. Eh oui. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Ce soir, je voulais faire une émission où on discuterait de politique dans toutes les directions imaginables. Alors, c'est pour ça que j'ai invité des gens avec qui on va pouvoir en parler. Le sujet est assez vaste, assez libre. Il n'y a pas rien de trop organisé. J'ai mes questions à moi pour mes invités, évidemment. Je vous invite, à vous qui me regardez, qui habituellement êtes habitués du contenu déjà préparé d'avance un peu plus. Vous avez des questions sur certains détails de quoi qu'on jase, n'hésitez pas. Là. La beauté de Radio Infocité, c'est l'interactivité. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un texto pour ceux qui savent quand même me rejoindre, un message sur Facebook, un courriel en passant par studio@radioinfocité.com ou vous pouvez vous trouver une manière. Vous ne m'appelez pas, par exemple. Vous ne me dérangez pas. Vous ne m'appelez pas. Alors, cette semaine, Tout le monde me parle, j'ai mes invités. J'ai mon fidèle... Maintenant, on peut-tu dire qu'on est devenus des amis, quand? Ah oui, on est en train de devenir des amis. Hein? Tranquillement. Ça fait 2 fois, 3 fois qu'on se voit cette semaine. Je pense qu'on est en train de devenir des amis. Hein? Ah oui. Bientôt, on va prendre une bière ensemble. Alors, j'ai Carl Brochu avec moi, avec qui on va pouvoir passer un bon moment. J'ai aussi un invité, c'est la première fois que je le vois. En fait, je le vois, c'est la première fois qu'on discute ensemble. C'est une personne que je connaissais déjà de nom. Je consulte déjà sa page Facebook depuis un petit moment, mais c'est la première fois là, qu'on fraternise ensemble. Alors, j'ai invité ce soir Alexis Cossette-Trudel. Je vais le laisser le soin de se présenter lui-même, ça va être beaucoup plus facile. Alors, Alexis. Oui, bonjour. J'aimerais ça que tu te présentes aux auditeurs de Radio Infocité. Je vais te dire, la caméra qui se filme, elle est là. Le prévu est ici. Alors, c'est nous. Ça. C'est nous autres, ça. Et c'est la première fois, on est indulgent, d'accord? Il n'y a pas de problème, c'est pas de la radio professionnelle, c'est de la radio amateur, avec les moyens qu'on a. Puis si jamais vous voulez qu'on ait encore plus de moyens, n'oubliez pas, un petit don, c'est toujours apprécié, hein? studio@radioinfocité.com, ça nous aide à aller plus loin. Alors, Alexis Cossette-Trudel, oui. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. J'aimerais ça que tu te présentes auprès des auditeurs de Radio Infocité. Bof, je ne veux pas faire une très très grosse présentation. Disons qu'on pourrait dire que j'ai milité au Parti québécois après le dernier référendum. Après ça, j'ai poursuivi des études universitaires. J'ai fait une maîtrise en sciences politiques. Je me suis spécialisé en politique de défense des grandes puissances, en guerre stratégique de l'information, ce genre de choses-là. J'ai fait un stage à la chaire Raoul Dandurand. Après, je me suis réorienté en philosophie du langage. J'ai fait un doctorat en sciences des religions, mais c'était surtout de la philosophie du langage. D'accord. Et puis maintenant, je fais un deuxième doctorat en sémiologie. Donc ça, c'est la science des signes, de la représentation, des symboles, etc. Donc, ça inclut le langage, les rêves. Moi, je me spécialise surtout sur les questions de lien social. Donc, ce qui tient une population, un groupe humain ensemble. Hein, et aussi ce qui peut détruire ou atomiser un groupe humain, ce qui fait la cohésion sociale ou ce qui détruit la cohésion sociale. Là, tu étudies en sémiologie, puis tu as aussi étudié en sciences des religions. Oh, ben, c'est ça, mais je veux dire, branche philosophie du langage, là, je veux pas que les gens ont comme des idées des fois préconçues sur sciences des religions. C'est de la philosophie du langage. Donc, je me suis attelé à la tâche de savoir si le langage métaphysique si le langage était capable de transmettre des réalités, parler de réalités qui dépassent les conventions. C'est un peu compliqué, là. La plupart du langage philosophique et du langage religieux abordent des thèmes qui dépassent les conventions ordinaires. Hein. C'est ce qu'on appelle la métaphysique ou l'altérité, ce genre de choses-là. Donc, on parle dans religion d'altérité, de métaphysique en philosophie. Et il y a des philosophes au 20e siècle qui ont allégué que le langage n'avait pas la capacité de parler de choses qui dépassaient les conventions, puisque le langage est un médium conventionnel. Alors, un médium conventionnel ne peut pas parler de choses qui dépassent les conventions, de choses absolues. Et voilà, j'ai tenté de résoudre le problème dans ma thèse de doctorat. Wow! Ça, c'est... on va avoir une émission très intellectuelle ce soir. Pas trop. Non, mais c'est correct. Non, on s'entend, c'est vendredi soir. Là, on essaie d'être détendu un petit peu. On va essayer de jaser. Tu m'as dit aussi que tu étais très, très, très calé en politique américaine.
Non, j'ai pas dit que j'étais très, très, très calé. Donc, je veux pas me présenter comme ça. J'ai pas dit ça. Un certain intérêt sur la politique américaine. Ben, c'est qu'à la maîtrise, je me suis spécialisé là-dedans. J'ai fait une maîtrise en sciences politiques avec une spécialisation sur... En même temps, il y avait un certain Jean-François Lisée qui avait sorti un livre qui s'appelait Dans l'œil de l'aigle. Oui. Qui parlait des relations Québec-USA, puis que dans le temps de John F. Kennedy, c'était pas tout à fait pareil, qu'il y avait peut-être un petit côté... il regardait ça avec intérêt, peut-être un petit côté, ils regardent leurs intérêts toujours. Tant qu'on ne devient pas un Cuba du Nord, là, ils voyaient ça peut-être d'un œil moins dramatique qu'on pourrait penser. Pour eux autres, si le Québec est indépendant, là, de ce que j'ai compris dans ce livre-là, parce que je l'ai relu récemment, là, ça disait à peu près que genre, non, la Terre n'arrêtera pas de tourner, on va continuer à avoir des opportunités d'affaires, on va continuer à faire le business, mais c'est pas eux autres qui vont intervenir pour nous empêcher de faire l'indépendance. C'est possible. Mais ça, c'est pas un dossier que j'ai abordé dans mes études, ça. D'accord. OK. Ben, c'est intéressant à ce moment-là. Au moins, on sait un peu à quoi s'en tenir. Et toi, là, comme tu as un certain intérêt sur ce qui se passe aux États-Unis, comment tu perçois Trump? Parce que ça, c'est des questions que des gens vont se poser, là. Il y a des gens qui ont... On s'entend, là, les gens ne sont pas tous spécialisés en politique comme nous. Il faut parfois leur faire comprendre que s'il y a une personne comme Donald Trump, qui est un marginal, selon moi, là, dans le paysage politique, réussit à devenir président des États-Unis, c'est parce qu'il y a des raisons pour ça. Là. Puis s'il agit de cette manière-là, il y a toujours des gens pour le conseiller. Alors, là, les gens sont mêlés. Là. Il y avait des gens au Québec qui aimaient beaucoup Trump, des gens qui ne l'aiment pas. Moi, j'ai pas d'opinion sur le sujet. Là. Les gens l'aiment pas parce que les médias lui font un très mauvais procès. Les journalistes québécois ne font que, reproduire ce qu'ils lisent dans les journaux américains. La presse américaine est contrôlée, c'est une presse qui est contrôlée par les intérêts mondialistes. Et Trump, lui, c'est comme Poutine, hein, c'est le retour au nationalisme. Et la presse mondialiste, la presse tenue, fait tout en son pouvoir pour mettre en échec le plan de Trump. Alors, c'est essentiellement de la désinformation, c'est clair. Quand on écoute un discours de Trump, là, moi, lors de la campagne électorale dernière, là, j'écoutais 4 ou 5 discours de Trump par semaine. J'ai essayé d'en écouter, pendant un certain temps, j'ai essayé d'en écouter un par jour, là. Et quand tu écoutes directement ce qu'il dit, puis après ça, tu vois le compte-rendu des médias, je veux dire, on se rend compte que c'est totalement biaisé. Ils mentent, tout simplement, là. Ils inventent des phrases. Je regardais les citations qu'on faisait de Trump dans les journaux le lendemain. C'était toujours le 10 secondes où il hésite, tu sais, avec un « puis... alors que Hillary, c'était des phrases toutes faites. On reprenait les coupures de presse que la campagne donnait aux médias, etc. Et les journaux ont totalement collaboré avec Hillary dans cette campagne-là. Et malheureusement, au Québec, au Canada, les journalistes n'ont pas pris la peine d'écouter directement les discours de Trump. N'ont fait que du copier-coller sur ce que la presse américaine avait à... leur fournissait. Alors, c'est très difficile. On a déformé l'image de Trump. Complètement. C'est très difficile de comprendre le personnage avec les informations qu'on nous donne dans les médias aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve que les journalistes n'arrêtent pas de se tromper depuis 1 an et demi, depuis qu'il est élu, sur tous les sujets. Ils sont toujours en train de s'excuser, ils ne s'excusent pas, mais je veux dire, en train de réaliser qu'ils avaient tort, comme récemment sur l'affaire de la Corée, n'est-ce pas? Et ils étaient tous là à dire, c'est un fou, il va nous faire sauter. Alors, ils ne comprenaient pas, hein, ils avaient pas la perspective, je veux dire, ils ne comprenaient pas que la politique de Trump en Corée était une politique d'apaisement. Et c'est la même chose en Syrie, au Moyen-Orient. Partout dans le monde, la politique de Trump est une politique d'apaisement. Ça, c'est l'objectif final. Donc, c'est pas un vent en guerre. Absolument pas. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos sur YouTube. Trump, a derrière lui des personnes, un groupe de patriotes au Pentagone, dans l'intelligence militaire, etc., qui en ont assez de se faire manipuler par, un certain... l'État profond, appelons-le l'État profond, la CIA, etc., qui déstabilise partout dans le monde des régions, des pays, etc., qui engagent les États-Unis de façon inutile dans les guerres, comme les néoconservateurs, etc. Ouais. Bon, ils déstabilisent des pays, font intervenir les États-Unis, etc. Les gens derrière Trump, ce n'est pas l'État profond, ce ne sont pas les néoconservateurs, comme j'ai entendu récemment, pas du tout. Les néoconservateurs sont sur toutes les tribunes à décrier Trump, hein, Bill Kristol, John McCain, etc., sont viscéralement opposés à la politique de Trump.
La politique de Trump qui est une politique d'apaisement et de non-intervention. Sauf que pour arriver à cette politique de non-intervention-là, il faut des fois, comment je pourrais dire, faire le fanfaron, faire une démonstration de force et montrer son imprévisibilité et sa volonté d'utiliser la force militaire. Ok, alors il y a une façon de le faire. Ne pas dévoiler son jeu. Ne pas dévoiler son jeu non plus. Mais c'est ça, la politique de Trump donc est une politique d'apaisement partout, d'éteindre les feux qui ont été allumés par l'État profond. Et les journalistes ne voient pas ça du tout. Généralement, les gens qui analysent la politique de Trump l'analysent comme dans la continuité d'Obama, de George Bush, etc. Comme s'il n'y avait pas une rupture fondamentale entre deux groupes aux États-Unis qui s'opposent. Un groupe articulé autour de la CIA, comme j'appelle de l'État profond, la CIA, les médias, etc., certains intérêts financiers, et un groupe situé surtout au Pentagone et dans la NSA qui en a soupé des guerres. On a vu Obama a voulu un certain temps intervenir en Syrie, je pense que c'était en 2013, il était prêt à lancer les missiles et déclencher la guerre, un engagement possiblement avec la Russie. Le Parlement britannique avait dit non, mais il y avait aussi plein de personnes au Pentagone qui avaient dit non. Il y avait eu cette campagne sur les réseaux sociaux où est-ce que tu voyais les soldats avec des images là. Je ne veux pas être l'aviation pour Al-Qaïda. Et donc il y a ce mouvement de résistance aux guerres inutiles. Au sein du Pentagone. Les Américains se sont éparpillés beaucoup. Ils sont tannés de faire les guerres des autres et d'être déployés inutilement, de perdre leurs jeunes hommes, leurs soldats pour rien. Alors, ce groupe de personnes-là, ces patriotes-là sont venus chercher Trump. Trump représente ce groupe qui tente d'éteindre les feux un peu partout et de désengager les États-Unis de ce cycle-là, de ce cycle de déstabilisation de pays, d'intervention et de guerre infinie, de guerre sans fin. La guerre au terrorisme, comme on pourrait dire, tu sais, la War on Terror. Moi, Martin, c'est vraiment Alexis qui m'a fait comprendre ça. Comment Donald Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis. On pense qu'il s'est levé un matin puis qu'il a décidé de vouloir devenir président pour enrichir ses chums. Si on écoute les versions de Radio-Canada puis de TVA, souvent on va même dire que M. Trump a changé des lois concernant les impôts. Il a fait sauver des impôts. Son premier budget, là, les familles avaient un retour de 2-3 000. Puis on a essayé de faire passer Trump pour un politicien qui improvise, qui joue à celui qui a le plus gros pénis. On l'a vu on infantilise Trump. On l'infantilise. On le fait passer pour un enfant qui a le doigt sur le bouton, qui se laisse aller à ses caprices. Quelqu'un qui n'a pas de contrôle de soi, qui est imprévisible, qui est capricieux. À CNN, on dit il boit une douzaine il y avait des reportages à la journée longue sur il boit une douzaine de coke diète. Ouais. Il est le seul à prendre une deuxième coupe de crème glacée. C'était complètement ridicule. On essaie de... Beaucoup d'enfants, c'est des faits divers, finalement. C'est des faits divers. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est en anglais, c'est character assassination. On essaie de détruire son image. Ils mettent beaucoup d'emphase sur Stormy Daniels, l'affaire Stormy Daniels, alors que c'est quelque chose qui relate de sa vie privée, je veux dire. Pas juste ça, quand Bill Clinton a fait 10 fois pire, il a violé des femmes, Bill Clinton. Les femmes qui sont allées à la police, là, il y en a plusieurs, il y en a 4-5 là, qui se sont fait littéralement violer par Bill Clinton et qui étaient là, notamment lors du deuxième débat télévisé. Je me rappelle, les noms m'échappent, là, mais lui, c'est sa vie personnelle, on s'en mêle pas. Oui. Bill Clinton. Alors que Trump, tu vois bien le double jeu des médias, c'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux. Alors que Trump, c'était consensuel. C'était pas comme Bill Clinton. Bill Clinton, c'est des viols. C'est beaucoup plus élevé, là. C'est beaucoup plus élevé. C'était, dans le cas de Monica Lewinsky, c'était dans le bureau ovale. Avec un lien d'autorité. Un professeur d'école n'a pas le droit de coucher avec son étudiante. Là, voilà. C'est une stagiaire qui couche avec le président, qui fait une fellation au président en plein bureau ovale. Voilà. Et ça, ça, c'est rien. Ça, on passe ça sous le tapis, alors qu'une relation consensuelle, dont on ne sait, en tout cas, je veux dire, c'est des rumeurs, je sais pas. Une relation consensuelle, ça devient, on en parle pendant un mois presque. On s'entend-tu, Alexis, que quand tu es en situation de pouvoir, puis que
t'es un homme, puis t'exerces une position d'autorité, là, je peux comprendre que ces gens-là aient une libido, tout le monde en a une, mais pourquoi mettre l'emphase, comme on disait tantôt, sur des faits divers alors que c'est la vie privée d'un homme? S'il a trompé son épouse, ça le regarde, regardons plutôt, puis là je veux pas défendre Trump, moi je comme je n'ai pas d'opinion direct sur Trump, pour ou contre, j'essaie d'être le plus neutre possible pour le comprendre davantage, mais je veux dire, tout le monde a une libido, tout le monde a fait des niaiseries, je veux dire, si Trump a couché avec Stormy Daniels, il a sûrement couché avec d'autres femmes, parce qu'il y a peut-être un deal avec sa femme pour accepter ce genre de choses-là. Il ne sera pas le premier ni le dernier. Alors, parlez-en à toutes les vedettes d'Hollywood, là, ou les vedettes de rock, là. Après un concert, là, pensez-vous qu'ils retournent tout seul à, tu sais, en tout cas, je veux pas excuser rien, là, je veux pas rentrer dans ce débat-là, mais quand quelqu'un est quand t'es au top de la pyramide, les excès sont permis. Non, je veux pas dire que les excès sont permis, mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là ont énormément d'occasions de prendre leur pied, disons. Hein? On se jette à leur cou. OK? C'est ça que je voulais dire. Puis l'autre chose, c'est ça, Alexis, pour terminer ce que je disais de ce qui m'a appris, c'est un groupe de patriotes qui a de l'information qui vient souvent aussi du monde des l'intelligence militaire. De l'intelligence militaire, qui ont été voir Trump, puis ont dit vas-y, puis on va t'appuyer. Puis Trump, il serait pas allé dans une cause perdante. Il voulait avoir vraiment les causes gagnantes. Hein, j'ai écouté des entrevues de Trump quelques années avant, puis il avait dit si je vois que c'est pour si j'y vais, mais je pense que c'est l'interview avec Oprah. Ouais. C'est ça. Il dit, je pense que il y a comme une vingtaine d'années, il y a une entrevue avec Oprah. Elle lui demande est-ce que tu veux devenir président. Il dit moi je veux pas y aller. Tu sais, je préférais que quelqu'un d'autre le fasse. Mais il dit, tu sais, si je vois que ça continue, on continue à se faire fourrer comme ça, les États-Unis avec des traités qui désindustrialisent les États-Unis. Hein, tu sais, les États-Unis ont perdu, je pense, dans les 20 ans après le libre-échange, puis les ententes économiques avec la Chine, le Mexique, etc., ils ont perdu quelque chose comme 30% de leur base industrielle. Ouais. Ils se sont fait littéralement je veux dire, pillés aussi. Hein. Ils ont perdu leur avantage économique. Ça a été fait par des traités. Ça s'est fait par des traités. Et Trump le voyait. Je veux dire que les États-Unis se faisaient, passez-moi encore une fois l'expression, fourrer dans tous les traités internationaux qu'il signait. Hein? Ce qu'on appelait la manufacturing belt autour des Grands Lacs, là, c'est devenu la Rust Belt parce que toutes les industries sont parties. Okay? Trump s'est présenté pour ces gens-là. Okay? Même Michael Moore a fait un clip d'à peu près 5 minutes qui disait Trump est le plus gros cocktail Molotov que la classe moyenne envoie à Washington. La classe moyenne qui est écœurée de se faire fourrer dans des ententes internationales où est-ce qu'ils y perdent toutes, leurs industries s'en vont, ils doivent compétitionner contre des gens qui ont des salaires 10 fois moins chers et finalement, c'est ça que tout le monde... Trump a été le représentant de ces gens-là. Si tu regardes les discours que Trump a fait dans la campagne, où il a fait campagne dans la Rust Belt, qui est normalement un terreau démocrate. Hein? C'est un terrain fertile pour les démocrates. C'est des forteresses démocrates, en fait. Et c'est là qu'il a gagné la campagne, dans la Rust Belt, en leur disant, moi, je serai pas comme, je veux dire, les démocrates qui vous représentent depuis 20-30 ans. Nous, on va changer les choses. Nous, on va, je veux dire, renégocier les ententes. On va faire revenir les entreprises. Et c'est ça, c'est le cœur du message de Trump. Hein? C'est avec Drain the Swamp, là, avec assainir le marais. C'est réindustrialiser les États-Unis. Et c'est ça qui l'a fait élire. Puis c'est ça que je veux voir arriver au Québec, c'est-à-dire un groupe de patriotes qui va se rassembler, qui va aller voir un leader, puis il dit on va t'appuyer, on va te ceinturer, côté informationnel. Ce que je veux qu'on continue à parler, là, Martin, par la suite. C'est correct, mais on saute un détail important. Oui, vas-y. C'est que Trump, moi, en tout cas, dans ce qui est moins intéressé de lui, là, on revient à ça, il a remis en question le libre-échange parce qu'il s'est dit, dans le libre-échange, on se fait tout avoir, on est tous perdants. On n'a pas gagné, finalement. C'est la classe moyenne qui a perdu. Et nous, au Québec aussi, Bernard Landry nous disait, vous allez voir que les libre-échange, des jobs, parce que tu l'as connu un peu, Bernard Landry, à cette époque-là, le discours, il disait ça, vous allez voir, ça va être gagnant à Mulroney, la même chose, quand il nous a vendu l'accord, vous allez voir, ça va être plein d'emplois payants, mais finalement, les emplois en question, ceux qui sont restés, les bonnes jobs sont partis, sont rendus au Mexique à des salaires de moindre. Voilà. Les bonnes jobs qui sont restés ici sont à quoi? 12, 13, 14 pièces de l'heure. Et où l'enrichissement? Le libre-échange, là, ce n'est que pour enrichir une petite classe. C'est pour le 1%. C'est le 1% qui possède les compagnies, tu sais, ceux qui font de l'argent. C'est pas pour les employés. Mais vois-tu un détail, un paradoxe? On fait juste un paradoxe. J'ai pensé à ça il y a quelques temps. Les gens qui vont vomir sur Trump
OK, souvent des gens de gauche. Moi, je suis de gauche, en passant. Centre-gauche, mais je suis un gars modéré. Mais je veux dire, le libre-échange, j'ai tout le temps eu beaucoup de questions là-dessus par rapport à me dire, voyons, ça va scraper des jobs. La gauche était contre l'arrivée du libre-échange au tout début. Mais comment c'est qu'ils vont pas regarder, ils vont pas dire le bon côté de Trump, c'est justement ça. Ça, c'est le paradoxe. Le paradoxe, c'est que pour la plupart des gens, je veux dire, tu rencontres des gens sur les réseaux sociaux, ils sont totalement anti-Trump, puis après ça, tu regardes qu'est-ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent exactement un Trump. Ils souhaitent exactement les politiques économiques, les politiques, de protection. Ils veulent un leader fort, un leader populiste comme Trump, quelqu'un qui arrête la corruption, tout. La langue de bois. Il faudrait vraiment, traduire certains des discours de Trump pour que les gens voient, que c'est exactement ce que tout le monde veut. La seule raison pour laquelle les gens s'opposent à Trump, c'est le lavage de cerveau médiatique. Parce que dans les politiques, les gens appuieraient, s'ils savaient qu'est-ce que Trump propose, ils appuieraient ça à 90%. Trump passerait, ce serait un raz-de-marée au Québec aussi, comme ça a été un raz-de-marée aux États-Unis. Et puis c'est sans compter là, moi j'ai dans ma famille des enfants au niveau primaire, puis les enfants arrivent de l'école puis ils parlent de Donald Trump puis qu'ils ont peur que la troisième guerre mondiale se déclenche. Ça, c'est les mythes que les médias nous envoient. Oui, mais là c'est qu'ils sont rendus que la propagande fait peur aux enfants aussi. Oui, c'est les professeurs. C'est la même chose avec mon fils. Il parle, à l'école, les professeurs parlent de Trump en mal, puis c'est pas juste dans les médias, ça se répercute aussi dans les écoles. Je scanne ma fille, j'ai une ado de 12 ans, et puis elle n'est pas avec nous ce soir, là, mais je scanne beaucoup comment qu'elle perçoit les choses. Je vais juste poser des questions pour voir ce qu'elle entend vient d'ailleurs, sa mère, l'école, les amis, les professeurs, et ainsi de suite, puis elle-même, elle me dit ça, elle dit Trump, elle dit c'est un monsieur qui aime la guerre, c'est un monsieur qui veut qu'on aille tout en guerre, puis il va nous entraîner dans sa guerre. Mais je ne peux pas t'inquiéter. Là. Pour l'instant, on n'est pas encore en guerre. Là. En tout cas, il a désamorcé la bombe nord-coréenne. Le problème nord-coréen. Ouais. Hein? Je veux dire, c'est pas Obama qui a fait ça. C'est au contraire. C'est pas Bush, c'est pas Clinton avant lui. Eux autres, c'est le contraire. Ils ont vendu des réacteurs nucléaires à Corée du Nord. OK? Bill Clinton, ils les ont armés. OK? Trump, lui, a désarmé puis ils sont en train de se réconcilier. Ça, c'est la politique de Trump. C'est la politique de Trump depuis le début. Il y a comme une espèce de, comment je pourrais dire, un circuit Trump, dans son premier mandat, c'est l'Arabie Saoudite, après ça la Corée du Nord, après l'Iran, puis selon les informations que j'ai entendues, ça se terminerait avec Israël. Donc, une espèce de régler tous les points chauds du monde, atténuer les tensions au Moyen-Orient. Lors de son voyage en Arabie Saoudite, là, il a demandé au prince de libéraliser, l'islam, d'opérer des réformes. Puis là, le prince Salman est perçu comme un réformateur, donner des droits aux femmes, etc. Il a demandé aussi à ce que l'Arabie Saoudite arrête le financement du wahhabisme. Exact. Et voilà. Et là, on va voir de moins en moins d'attentats, de cellules wahhabistes. Ça, c'est important de faire comprendre aux gens, parce que les gens qui mêlent tout, là, les réseaux sociaux sont très bons pour déformer les choses en question. Le wahhabisme, là, c'est la pensée de l'islam radical. C'est les djihadistes, là, qu'on pourrait dire. C'est eux qui font des attentats terroristes, puis l'Arabie Saoudite est le foyer. Mais plus maintenant. Depuis la visite de Trump, ça s'est réglé. J'ai vu que le prince avait agi, là. Le prince avait décidé. Il a mis une vingtaine de ses frères et de ses cousins en prison. Il a gelé les comptes en banque. Je veux dire, il y a eu ça a embrassé là l'automne dernier en Arabie Saoudite. OK? Et c'est ça. Donc, il a réglé l'Arabie Saoudite. Là, après ça, la Corée du Nord. Il est en train d'éteindre tranquillement, pas vite partout, les foyers de tension. Oui, mais on va quand même sauter du coq à l'âne rapidement. Là. Tu me dis qu'il est en train d'éteindre les foyers de tension, mais je veux dire, il y en a comme ravivé un solide en déplaçant l'ambassade des États-Unis, en la changeant de place. Je veux dire, en Israël, en Palestine, c'est tout le temps en ébullition dans ce coin-là. Là. Il n'y a pas il y a excité un autre feu à cet endroit-là. Ça va être quoi sa stratégie pour calmer le feu? C'est-tu passé? Y a-tu un feu là en Palestine? Y a-tu... est-ce que c'est en train de... ça a été une annonce, ça a chialé 3 jours, puis après ça, c'était chose faite, là. Je sais pas, les médias, je te dis, j'écoute les médias, évidemment, je suis pas nécessairement au travail, j'ai pas le temps de me documenter. La raison pour laquelle, je disais tout à l'heure, le dernier dans le circuit, c'est Israël. Ouais. La raison pour laquelle Israël, c'est le problème que Trump va régler en dernier, c'est parce qu'il y en a de besoin, présentement, pour faire pression sur l'Iran. Ouais.
Hein? Alors, il utilise Israël. C'est pas Trump qui est manipulé par Israël. Je veux dire, si Netanyahou pense qu'il manipule Trump, ben tant bien lui fasse. Mais moi, je vois plutôt Trump qui utilise Israël et je veux dire le chien enragé Netanyahou qui va aller en guerre pour faire pression sur l'Iran, pour je veux dire faire accepter à l'Iran certaines conditions. Voilà, c'est ça. Mais après l'Iran, dans la région, pour apaiser les tensions, donc les deux protagonistes principaux, je veux dire, dans le monde islamique, qui sont à la gorge de l'un l'autre, c'est l'Arabie Saoudite et l'Iran. Hein? Et donc, l'Arabie Saoudite a renoncé à une partie de sa politique étrangère en cessant de financer le wahhabisme, les djihadistes en Syrie, etc., l'État islamique. Oui. Hein? Et là, maintenant, c'est la question de l'Iran qui est en touche, là, qui est en pointe. L'Iran qui est un puissant allié de la Russie. Et s'il règle l'Iran, le monde islamique se retrouve un peu apaisé, mais il reste Israël. Et je veux dire, en réglant la question israélienne, il aura je veux dire, apaisé le Moyen-Orient. Alors, je vais encore là sauter du coq à l'âne. D'abord, peux-tu m'expliquer la politique de Trump par rapport aux réfugiés? Parce que ça préoccupe beaucoup de gens. Les gens voient qu'est-ce qui s'est arrivé, les réfugiés de toutes sortes qui passent par la route, là, j'ai oublié. Roxham, le chemin Roxham. Le chemin Roxham, là, puis là, c'est de la faute à Trump. C'est Trump qui est fait venir ici. Comment ça peut être la faute à Trump? Moi, je comprends juste qu'il expulse des gens. Parce il expulse pas des gens. Il ne renouvelle pas. Oui, c'est ça. Mais il leur dit les visas. C'est des gens qui avaient des visas temporaires. Hein? Et il dit les visas ne seront pas renouvelés. Donc, si vous voulez immigrer, vous devez probablement passer par les chemins officiels d'immigration, les canaux officiels, etc. C'est pas Trump le problème du chemin Roxham. Là, je veux dire, c'est le problème du Canada. C'est le Canada qui veut siphonner, c'est le Canada qui vampirise c'est le Canada qui prend les réfugiés. Ben Justin les a invités, puis ils leur ont dit par où passer pour éviter les douanes, pour éviter tous les traités, tous les accords. Le chemin Roxham, là, c'est l'espèce d'entourloupe, là, c'est comment je pourrais dire, la combine pour éviter tous les traités, puis pour rentrer au Canada. Si le Canada voulait arrêter ce qui se passe sur le chemin Roxham, au lieu de mettre des abris temporaires, comme ils font, ils sont de moins en moins temporaires, là, mais au lieu de construire des abris, ils construiraient un poste de douane. Hein, si on construit un poste de douane au chemin Roxham, ou si on ferme le chemin Roxham, il n'y en a plus de problème. Tu as juste à construire un poste de douane là et le problème est terminé. Tu n'auras plus aucun réfugié du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc, la passerelle, parce que je vois que c'est comme ça, le trou est là, on le laisse volontairement. Le Canada le souhaite, évidemment, parce que, je veux dire, ça c'est une stratégie je veux dire, on pourrait appeler je veux dire, des libéraux et de la gauche un peu partout dans le monde, hein, c'est-à-dire remplir pour détruire notamment, c'est un plan à long terme, hein, de destruction des cohésions nationales, faire sauter les frontières. On l'a vu, ça a commencé en Europe, hein, ils ont tué Kadhafi. Hein? Et puis, ils ont fait sauter le verrou de la Méditerranée. Et à partir de ce moment-là, je veux dire, ils sont venus par millions en Europe. Ça a été planifié, hein? Ça a été souhaité et planifié. Il y a les OSBL qui les aidaient à traverser la Méditerranée. Je veux dire, il y a des réseaux de passeurs qui étaient financés par George Soros, je veux dire, par la Turquie, par la Libye. On a c'est pour détruire la cohésion des nations. Obama a fait la même chose avec la frontière au sud des États-Unis. Ils ont fait sauter la frontière quand les agents frontaliers se plaignaient qu'ils n'avaient plus de pouvoir, hein, qu'ils ne pouvaient pas faire des arrestations, qu'on leur demandait de relâcher immédiatement les personnes qu'ils arrêtaient. Mais ça, c'est la politique du gouvernement Obama. Hein, les agents frontaliers qui ont immédiatement appuyé Trump lors de la dernière campagne, parce qu'il a dit, nous autres, on va sécuriser la frontière. Alors, c'est un plan international de faire sauter les frontières, de faire rentrer, de diversifier les populations, de faire rentrer le plus de personnes hétérogènes à l'intérieur des sociétés pour briser la cohésion des États, puis finalement se retrouver avec une vaste zone sans frontières, sans culture centrale, sans groupe dominant, sans identité, etc.
Et Obama a participé à ça. Et Trudeau, je veux dire, tout cet appel d'air, hein, cet appel aux réfugiés, ben ça, c'est la partie canadienne. C'est quand Trudeau a mis ce plan-là en application au Canada. On fait sauter les frontières, on fait rentrer des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas nécessairement vocation à être ici, qui ne viennent pas de pays en guerre ou qui ne viennent pas de pays en famine. Je veux dire, tout ça et juste au Québec, hein, il pourrait rentrer n'importe où sa frontière. La frontière Canada-US, c'est la plus grande frontière non protégée au monde. Ouais. Il pourrait passer par n'importe quel champ. Au Manitoba, ou il passe tout au Québec. Mais il faut que ça passe par le Québec. Pourquoi il faut que ça passe par le Québec? Pourquoi c'est juste ici? C'est la plus grande frontière. Parce que je pense que le Québec, c'est un des derniers endroits en Amérique du Nord où est-ce qu'il y a une cohésion comme relativement stable, ethnoculturelle. Appelons ça comme ça. Ah oui, puis les gars, oubliez pas que quand ils ont commencé ça, là, le chemin Roxham, là, le projet marketing de M. Trudeau, c'était d'ouvrir le stade olympique, le monument le plus visité au Québec. Donc, si on voulait on a essayé de faire croire qu'on voulait les loger dans le stade, mais c'était une campagne de marketing. Hey, tu fais ça dans le stade olympique, le seul monument connu à l'international. Le message est très fort. Cette gang d'hypocrites-là, de multiculturalistes qui essaient de remplacer la population du Québec parce qu'il y a une cohésion. C'est ça. C'est ça qu'on veut briser. C'est surtout, ça l'a excité, ça a excité l'extrême droite. Là, s'il y avait des gens qui voulaient montrer qu'on était des intolérants alors qu'en réalité on est un des peuples les plus accueillants du monde, ben c'était l'occasion parfaite. Tu prends le stade olympique puis mais n'importe quel peuple va réagir comme ça. Je veux dire, il y a aucun peuple qui peut, qui peut exister sans frontières. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je veux dire, ça prend pour maintenir une cohésion culturelle là. Hein, ça prend des frontières, ça prend comme une cellule. Moi, j'avais comme vision que les anarchistes avaient infiltré la gauche pour être rendus à ce point-là, parce que c'est eux, les anarchistes, qui rêvent d'un monde, pas de frontières, et ainsi de suite. Mais la gauche, c'est pas juste les anarchistes, hein, c'est Québec solidaire, là. Québec solidaire, ils sont là-dedans. Ils sont de moins en moins anarchistes, là, ils commencent à avoir du vote pas mal. On n'est plus de la gauche nationale pantoute. Québec solidaire, c'était de la gauche nationale, peut-être au tout début. Au début, peut-être à l'époque de Françoise David. Exactement, à l'époque de Paul Rose, ainsi de suite. J'ai été membre de Québec solidaire en passant. Mais écoute pas, 5 ans, membre de Québec solidaire, déshabitué du Parti québécois. On se connaît pas, mais je pense que Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Ben ouais, l'important, c'est de guérir. J'ai quand même pris mes distances par la suite quand je me suis rendu compte que moi, qui est un ardent indépendantiste, je me rendais compte que je me faisais... Mais on s'écarte. Tout ça pour dire que ce qui se passe au chemin Roxham, c'est pas la faute de Trump, c'est souhaité par Trudeau. C'est le plan Soros. C'est le plan Soros, c'est ce qu'on appelle les sociétés ouvertes. C'est un plan qui met graduellement en application depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'appelle les sociétés ouvertes. Mais là, Alexis, là, attention, là, t'embarques dans le sujet de Soros, là. Oui. OK, on va juste aller vite, là. C'est pas du complot, là. Non, c'est politique, c'est filial, ça s'appelle la Open Society Foundation. Ouais. Hein, c'est son organisme de charité. Puis il finance partout les migrants, l'ouverture des frontières. Je veux dire, c'est un organisme de charité qui va, genre par exemple, lorsqu'un migrant perd son audition, là, son droit de rester dans un pays, eux autres vont financer l'appel, ils font tout pour rentrer le plus de migrants possible, faire s'effondrer les frontières. Donc c'est pas un mythe, là. C'est pas un mythe, c'est Soros, c'est de la réalité. Ah oui, puis George Soros, on le voit comme un mythe. Moi, je suis pas spécialiste, là, puis il est refusé en Hongrie, je pense. Ouais, c'est ça. En Hongrie, il est refusé. Ouais. Puis l'autre chose, moi, on m'avait dit, Soros, je riais un peu de ceux qui parlaient de Soros au début. Je disais, comment qu'un milliardaire peut déstabiliser des grands pays qui en font des milliards par année dans leur PIB? Puis, j'ai appris dans l'histoire de Soros, Alexis, tu me corrigeras si j'ai tort, il a passé proche de déstabiliser la livre sterling. Il n'a pas passé proche, il l'a déstabilisé, je pense, à la fin des années 80, début des années 90. On parle pas d'une petite économie dans le monde. Non, c'est ça. Puis il y a le président, je pense, de Thaïlande, ou je me rappelle plus, c'est un des dragons là, en Asie, là, qui l'a accusé, je veux dire, d'avoir détruit 30 ans d'efforts économiques. Tu sais, c'est des pays qui sortent du tiers-monde, là, puis qui se sont construits une petite économie avec une monnaie, etc. Lui est arrivé avec des gigantesques mouvements de capitaux, il leur a fait effondrer leur monnaie. Le président du pays a dit, à George Soros, l'a accusé d'avoir détruit 30 ans d'efforts économiques du pays. Tu sais, ce gars-là s'enrichit avec ça, puis le début de son enrichissement, Monsieur Soros, là, c'est il a comme pris les maisons des Juifs, il s'est fait passer pour un catholique.
Ouais. Puis il a travaillé avec l'Allemagne. Il a travaillé avec l'Allemagne durant la Comme je guerre. te disais, moi, Carl, je fais toujours attention aux mythes. Toujours Non, attention mais c'est pas aux des mythes, morts. là. C'est Parce pas- que là, Soros peut faire dire n'importe quoi, Non, c'est un juif, c'est ça, c'est un c'est franc-maçon, c'est un... Oui, On reste en réalité, là. Non, on reste en réalité, mais ça reste que pas dans les... c'est pas Mais un c'est, mythe, non, c'est là. pas ça. C'est pas un mythe. Je veux dire, je vais aller à la défense de Carl. Il a tout admis ça dans une entrevue à CBS. Dans une des grandes chaînes américaines. Il s'est assis avec le gars. Puis le gars, je veux dire, il collaborait. Je veux dire, en fait, cette entrevue-là est disponible en ligne. Attends une minute, tu disais que... répète ce bout-là, je l'ai manqué un bout-là. Que pendant l'Allemagne nazie, Il a collaboré. lui, c'était un juif. Il s'est fait passer pour un catholique. Il a réussi à changer son identité. Ouais. Puis lui, il s'occupait d'aller chercher Il dénonçait les autres juifs. Il allait genre, il aidait les Allemands à aller chercher les juifs. Qui, un juif qui collabore avec l'occupant. Oui, c'est ça. Puis je veux dire, le présentateur lui demande, est-ce que vous avez des remords pour ça, etc. Puis il dit, non, aucun problème, pas de remords. Je peux te trouver le clip en 30 secondes. Je te crois, mais c'est intéressant, c'est super intéressant. Puis on dit que Jackie Singh est relié un peu à ce mouvement-là. Mais lui, il finance tout ça, là, tous les organismes comme celui de Jackie Singh, les organismes d'ouverture des frontières, les mouvements anarchistes, Antifa, c'est lui, ça, c'est ça. Aïe, on tourne dans le capoté. Hey, C'est même pas... C'est même pas controversé, là. Tout ça est bien connu. Je peux te faire un dossier en 30 secondes là-dessus. Non, ça, je te crois, mais je veux dire, évidemment, j'aurais plus tendance à te croire toi que de croire différentes sources non vérifiées sur Internet. Je suis extrêmement méfiant. Faut vraiment faire attention, faut toujours vérifier. C'est important, on peut s'en faire passer des petites vites sur Internet. Il y a tellement de sites de fausses nouvelles, alors c'est important de rester dans la réalité, là. Oui, puis je suis content que tu parles de ça, Martin, parce qu'il y a une véritable guerre informationnelle. Puis ça, j'aimerais ça qu'on en parle ce soir avec Alexis, parce que ça, c'est une chose qu'on doit savoir, qui paraît pas comme ça au jour le jour. Quand on dit que les masses médias manipulent la population, puis qu'il faut un changement au niveau de la presse, si on veut un changement au Québec, tant qu'on va se faire contrôler par Radio-Canada, TVA, ben il n'y aura pas de changement. Puis une des choses que Trump a faites, c'est qu'il a attaqué les journalistes directement. Il n'y aura jamais de réel changement en Occident tant que les médias vont être là, vont veiller au grain, vont nous garder dans des petites boîtes conceptuelles, vont contrôler ce que les gens pensent. Ils sont là pour contrôler le discours, nous empêcher de faire des liens, les médias. Moi, j'ai aucune sympathie pour les médias, aucune sympathie pour les médias en général. Et puis ils ont voulu à part peut-être un chroniqueur à gauche et à droite, mais dans leur ensemble, les médias c'est des atouts dans la guerre stratégique mondiale. C'est-à-dire que l'OTAN, là, je veux dire, l'OTAN a des ogives nucléaires, ils ont des troupes au sol et ils ont je veux dire, dans la stratégie de domination globale, les médias sont essentiels. Sont primordiaux. En temps de guerre, c'est un bras de l'armée, l'information. Puis on est en guerre. On est en période de crise des médias. Faut pas oublier aussi tant mieux. Les médias imprimés, exemple, disparaissent progressivement. On a juste à penser à la presse qui, et pour moi, la presse imprimée n'existe plus. Je veux dire, maintenant, c'est cyberpresse, c'est tout ce qui gravite autour de ça. Oui. Maintenant, ça annonce la possibilité d'un changement. De gazette. C'est possiblement la lumière au bout du tunnel. Il faut arrêter de consommer de l'information préformatée par des intérêts privés, que ce soit des intérêts comme de milliardaires, l'État profond, etc. Il faut que les citoyens commencent, il faut démocratiser l'information. OK? Ça va être peut-être difficile au début parce qu'on est habitué à se faire gaver, on est habitué à débrancher notre système de... J'ai tendance à penser que c'est du fast-food, l'information fast-food. C'est ça, la vite, rapide, pas cher, vite parce qu'on est pressé, on a d'autres choses à faire. Oui, il faut sortir de la matrice. Les médias, c'est la matrice, selon moi. C'est eux qui contrôlent nos façons de penser, nos façons de voir le monde. Pensez simplement à Trump, là. Je veux dire, c'est tout formaté partout. Le formatage vient des médias. Puis je serais capable de débattre avec n'importe qui de leur conception, puis de montrer la source de ça. Je veux dire, de quelle fausse nouvelle ça vient, et que ça ne repose sur rien. Les médias, là, qui arrêtent pas de critiquer les médias sociaux, Internet, en disant que vous avez pas de source, etc. Les médias n'ont pas de source. Je serais capable, moi-même, de défaire n'importe quel journaliste sur Trump. Là. Amenez-moi Richard Etu, là. Je vais lui demander ses sources sur ces informations. Il n'en aura aucune. Ça repose sur rien. Hein? On croit, ils ne font que parler de certains sujets
comme si l'autorité, sans source, comme s'ils avaient une autorité naturelle, un droit naturel de s'exprimer là-dessus, et comme si les citoyens n'avaient pas le droit de fouiller derrière et de questionner les journalistes. Eh bien, une des raisons pour lesquelles les médias sont en train de s'effondrer, c'est parce qu'il y a de plus en plus de citoyens qui questionnent le discours officiel des médias, puis qui se rendent bien compte qu'il n'y a rien derrière. Ça, c'est une des raisons de leur, de leur faillite. Ah, puis moi, j'oublierai jamais l'entrevue de Anne-Marie Dussault à Marine Le Pen, où cette tendance de nos médias à vouloir orienter l'opinion publique. Hey, on va embarquer dans les sujets. Ça, là, je suis c'était... quasiment tenté de t'en parler, Alexis. Moi, en passant, je ne suis qu'un simple imprimeur en passant. Je n'ai pas de formation universitaire, mais je comprends très bien. J'ai eu le meilleur professeur du monde, c'est-à-dire Gilles Réaume. Juste pour te dire un peu, moi, c'est définitivement, moi, je suis un militant dans l'âme. Mais je veux dire, je suis très autodidacte. Ouais. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que je veux savoir ta perception. Là, on parle de Trump qui est relativement un marginal, qui est mal vu par une certaine gauche. Mais là, quand tu as commencé à embarquer sur le sujet de Marine, c'est quasiment interdit. Là. Tu parles de Marine, là, tu peux te faire excommunier bien facile. C'est simple, c'est simple. C'est simple. La ligne, c'est ce qui est interdit, c'est la ligne nationaliste. Protéger les frontières souverainistes. Ça, c'est interdit. Poutine fait ça. Le Pen fait ça. Le Brexit, c'était ça. Exact. Hein? Qu'est-ce qu'on disait? Le Brexit, c'était des racistes. Hein? C'est ça la ligne contre le Brexit. C'est des racistes, des xénophobes. Hein? Les peuples n'ont plus le droit d'avoir des frontières. Imaginez. Les peuples n'ont plus le droit d'exister tout court. Exactement. Un flou, mot, mélange de toutes sortes de monde. Exactement. La ligne, ce qui est interdit, c'est pas Marine Le Pen. C'est pas Trump, c'est pas Poutine. Ce qui est interdit, c'est le nationalisme. Les frontières, les ensembles, les catégories bien organisées. Oui, mais là, Alexis, là, on va juste faire une parenthèse rapide. Là. On parle de Marine, c'est extrêmement intéressant. Puis là, je veux juste... OK, pourquoi, d'abord, les nationalistes sont mal perçus? Qu'est-ce qui a changé au Québec qui fait qu'avant, là, tu pouvais être un nationaliste inclusif, comme René Lévesque le disait si bien, puis que c'était bien perçu, puis qu'il y avait comme une certaine cohésion. Puis là, maintenant, on se rend compte qu'il y a une sorte de fractionnement, là, que maintenant, automatiquement... On n'a plus le droit. Tu n'as plus le droit d'être nationaliste. Ouais. Moi, je me sens comme étant toujours un nationaliste ouvert sur le monde. Je veux dire, Mais ça, c'est juste en Occident, hein. Comme en Europe de l'Est, là. Comment ça a changé? En Europe de l'Est, là, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, je veux dire, sont hyper nationalistes, hein. Partout les pays, je veux dire, dans plein de pays dans le monde. De son drapeau, c'est automatiquement être raciste, alors qu'on est la nation tolérante du monde. Ça, c'est 20 ans d'ingénierie sociale. 20 ans d'ingénierie sociale. C'est-à-dire, ça vient des médias, entre autres. Hein, les chroniqueurs qu'on met dans les postes clés, là, c'est des chroniqueurs, pro-ouverture des frontières, pro-tolérance, blabla, il faut accepter n'importe quoi. Mais il y a aussi que ça vient de l'ONU, c'est un plan de l'ONU, ça. Hein, l'ONU, on s'en va de plus en plus vers l'abrogation de la souveraineté. Le fait que les peuples n'aient plus la capacité de décider de leur futur. Hein. Il faut lier... L'ONU ne fait pas confiance au peuple. Hein? On essaie de plus en plus de lier les décisions des politiciens par des traités. Il faut que la politique, il faut de moins en moins de politique. Il faut que la politique devienne quelque chose d'automatique, réglé par des traités et que ce soit que ce soit consensuel tout le temps, que tout le monde soit d'accord. C'est ça, en fait, plus de politique. Si c'est consensuel, c'est qu'il n'y a plus de politique. Hein? La politique, c'est comme il y a quelque chose de essentiellement conflictuel là-dedans. Hein? C'est le choc des idées. Hein? Mais ça vient de l'ONU. C'est un plan de l'ONU. C'est que le droit international régit complètement tous les aspects de la vie des citoyens. Regardez, comme l'été dernier, on chialait sur les migrants qui arrivaient. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous a dit? Vous n'avez pas le droit. Ils sont pas illégaux. Hein, irréguliers. Ils sont irréguliers. On est obligé à cause des traités. Hein? Ça, c'est pas une réponse que j'accepte, Alexis. On est obligé à cause des traités. C'est quoi cette affaire-là? C'est ça. Ça vient justement de l'ONU. Où est-ce qu'on signe de plus en plus de traités? C'est des bureaucrates, des technocrates, contrôlés pour beaucoup par des banquiers, hein, comme par exemple Peter Sutherland, hein, c'était un ancien président de Goldman Sachs, qui était le responsable de l'ONU pour la migration. Il a dit clairement à l'Europe qu'elle était trop homogène, qu'elle devait ouvrir ses frontières. Hein, ça vient de l'ONU. Hein. Il y a comment ça s'appelle, Louise Arbour,
qui récemment Ouais. est venu de retour en mission de l'ONU pour dire au Québec, aux Canadiens, que l'immigration, on n'a pas le choix, elle va arriver. Il faut faire avec. T'sais. On enlève le pouvoir décisionnel au peuple, on nous régit par des lois, par des traités, etc. C'est automatique, on n'a plus notre mot à dire. C'est ça, je reviens à l'été dernier. Qui vient avec l'immigration, vient le multiculturalisme par extension. Wow, C'est ça. puis de la facilité qu'ils ont enlevé les frontières en France. J'écoutais Marine Le Pen qui voulait, pendant la dernière campagne électorale, rétablir les frontières en France. Puis ça marche pas. Apparemment, c'est ça, c'est ça. Les peuples ont plus le droit. On pense qu'on vit dans des démocraties, mais ça change rien. Que t'élises, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Avant, je m'offusquais quand les gens disaient ça. Moi, je suis apolitique parce que, c'est la même chose que t'élises un ou l'autre, ça revient au même. Ben, je veux dire, 20 ans plus tard, là, je commence à réaliser que c'est pas faux. Donc, il y a un peu de cynisme, finalement. Il y a beaucoup de... que t'élises un ou l'autre, de toute façon, les deux ont les mains liées par des traités. Alors, quand tu as commencé à t'impliquer en politique, tu étais idéaliste, comme tout le monde. Oui. Puis après ça, en vieillissant, tu t'es rendu compte, non, la réalité, c'est autre chose. Mais il y a aussi le fait que c'est pas... Ça, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que, la situation a évolué. Tu comprends? On n'est plus dans une situation, je veux dire, comme en 95, en 96, quand j'ai commencé au PQ, là, je veux dire, l'environnement, l'ambiance internationale n'était pas du tout pareil qu'aujourd'hui. Il y a Aujourd'hui, beaucoup de choses qui ont changé, effectivement. aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien faire. On a essentiellement plus le droit on n'a même plus le droit de s'objecter. Tu vois, avec la police de la pensée à Montréal, là. C'est incroyable. C'est 1984. Ils l'ont carrément... Ouais. C'est du copier-coller de 1984. Ouais. Le livre, le Orwell. On est rendu dans un monde orwellien, dans un monde d'ingénierie sociale. Je pensais à notre gauche bien pensante qui a toutes les vertus du monde, puis que si moindrement tu détractes, tu es automatiquement excommunié. Moi, je pense à Roméo Bouchard qui, lui, voulait une autre gauche, une autre manière de voir ça. Pourtant, c'est quand même un prêtre ouvrier, t'es pas plus gauchiste que lui, un homme avec des belles intentions, puis automatiquement, il devient un raciste parce qu'il a débarqué de la traque. Oui, mais ça, tu vois, ça c'est... Il va y avoir un retour du balancier parce que moi, j'ai l'impression que ça fonctionne de moins en moins, ça, là, l'étiquette de race. Ça a fait peur longtemps, hein. Et puis là maintenant, c'est comme... La sauce a tellement été étirée, il l'utilise tellement pour... Je veux dire, qualifier des gens qui ne le sont fondamentalement pas, tu sais, qu'à un moment donné, ça va se retourner contre eux. C'est comme, dire que quelqu'un est raciste. Si tout le monde est raciste, personne ne l'est, tu sais, finalement, là, c'est parce que ça devient... Ben, c'est parce que quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans la politique québécoise, faire une parenthèse rapide, le Couillard qui se met à traiter quelqu'un de raciste qui ne pense pas comme lui, finalement, il y a juste lui et Québec solidaire, finalement, qui ne sont pas racistes. Ça commence à devenir lourd pas mal, là. C'est pas très, très... C'est les deux seuls partis qui en parlent de la race. C'est Québec solidaire et le Parti libéral. Les deux autres en parlent pas. C'est ça aussi, c'est eux autres qui entretiennent ce sujet-là. Ils toujours osé, finalement. C'est ça, puis ils l'entretiennent. Et si t'en parles pas, ils vont essayer que t'en parles pour de te réattaquer à nouveau. Ça, c'est ce qu'on appelle la politique identitaire. Hein. Je veux dire, ça vient justement du plan Soros, de la gauche radicale, etc. Je veux dire, de tout... De cliver la population, de séparer la population sur les identités. Hommes versus femmes, je veux dire, jeunes versus vieux, je veux dire, tous les groupes communautaires les uns contre les autres, fragmenter, tu sais, rabattre les individus sur leurs identités, tu sais, au lieu de ramener, je veux dire, ramener les gens à ce qu'ils ont en commun. Hein, pour faire l'unité, ils séparent, ils exacerbent les identités, les idiosyncrasies, les particularités, les identités, hein, c'est divisé pour mieux régner finalement. Hein? Ben, tout à fait, mais tu disais qu'il va y avoir un retour du balancier. Ça, j'ai appris ça en histoire, hein, par mon professeur que je te disais tantôt. Là. Ouais. Lui m'avait dit qu'il y a toujours un retour du balancier de l'histoire. Donc, selon toi, il va y avoir une résurrection des nationalismes? Ben, on le voit partout dans le monde. C'était quoi 2016? C'est quoi le Brexit? C'est quoi Trump? Je suis d'accord. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est ce qu'on voit, c'est que les peuples sont tannés. Les peuples sont tannés de ces politiques-là, qui appauvrissent tout le monde. L'ouverture des frontières et la mondialisation économique, là, où est-ce que, je veux dire, les entreprises du Québec doivent, mettons, comme par exemple dans le meuble, doivent compétitionner contre des entreprises chinoises, tu sais. On voit une désindustrialisation, ça provoque de la désindustrialisation. Les gens sont tannés de voir qu'il y a juste un 1% qui s'enrichit, puis que tout le monde, finalement, tous les travailleurs québécois doivent être mis en compétition avec des travailleurs mexicains ou des travailleurs au Bangladesh qui gagnent $1 par jour. Personne ne peut survivre à ça.
On va tous finir à $1 par jour. L'ouverture des frontières économiquement, là, c'est la mondialisation et le nivellement du niveau de vie. On va tous finir à $1 par jour sans frontières. On va tous finir par consommer la même nourriture, écouter la même musique. On va tous être à peu près la même couleur de peau. Faut quand même le dire pareil, que le métissage, c'est ce qui arrive. Là. J'ai rien contre le métissage. Moi non plus, ma femme est asiatique. La mère de mes enfants est mexicaine. Voilà. Donc, je veux dire, puis toi, en plus, je veux dire, on comprend que le métissage, c'est quasiment interdit d'en dire, mais je veux dire, il faut quand même penser pour réussir à intégrer des gens, il faut qu'il y ait un tronc commun. C'est ça. Faut qu'il y ait un tronc commun. Comment tu peux intégrer, par exemple, dans une école, dans une classe, ou dans une école où est-ce qu'il y a juste 10% par exemple, de Québécois de souche, là. Je veux dire, et puis pour le reste, les 90, ça vient de partout. Comment tu fais pour les intégrer, les Vietnamiens avec, je veux dire, les Algériens, avec les Côtes d'Ivoiriens, puis les social uniquement de la langue, c'est quasiment ces choses. Mais même à ça, qui donne l'exemple de la belle langue? C'est quoi l'exemple pour eux? Je veux dire, c'est-à-dire que tout le monde a le français comme langue seconde. Ça fait-tu une langue forte, ça? La réponse est non. Tu dois avoir un tronc commun qui donne l'exemple, je veux dire, auquel s'identifier. Si tu veux intégrer des gens, les gens doivent s'identifier à un corpus central, avoir, je veux dire, un tronc commun. Et là, avec les politiques de la diversité, là, ce qu'on attaque, c'est le tronc. On veut juste des branches. Oui, puis ça fonctionne pas un arbre avec juste des branches. D'autant plus qu'on n'a pas une mentalité qui nous avantage pantoute, là. Ah oui, puis on inverse complètement. On nous fait passer pour des extrémistes en ce moment. Les extrémistes, c'est ceux qui sont pour la diversité. Attends, Carl, ce qu'on nous dit, c'est que le renouvellement de la population doit passer absolument par l'immigration, alors que c'est normalement... faux. Ça, c'est faux. Ça a été démonté complètement dans le livre « Le remède imaginaire » de Dubreuil et Marois. Il faut lire ce livre-là. Hein. L'immigration ne règle rien. Ça fait juste détruire la cohésion nationale. Ça ne règle rien. Et il y a un autre livre important à lire, c'est The Effect of Mass Migration on Canadian Living Standards de l'Institut Fraser, qui démontre qu'il n'y a aucun bienfait économique. Moi, je suis prêt à en débattre avec n'importe qui. Il n'y a aucun bienfait économique à l'immigration. Et au contraire, ça nous coûte. L'Institut Fraser a également démontré que ça nous coûtait 23 milliards par année. Il y a des études là-dessus. Hein. Ça nous coûte beaucoup plus que ce qu'on reçoit présentement. Les premières vagues d'immigration ont été peut-être bénéfiques, mais l'immigration qu'on reçoit maintenant nous coûte beaucoup plus que ce qu'elle nous apporte, d'une part. Et, je veux dire, d'autre part, c'est ça, elle détruit la cohésion sociale. Une question que je te laisse parler après. Oui. Une question que je veux absolument. Qu'est-ce qui coûte le moins cher? Favoriser la natalité ou l'immigration? On va dire vraiment, là, tout un coup dans la vie. Là. Élever un enfant, ça coûte des sous. Faire venir des gens, les intégrer, leur donner des conditions de vie, un job, un beau logement, quelque chose de genre, tout un coup dans la vie. Qu'est-ce qui coûte moins cher? Je pense que dans le livre de Dubreuil et Marois, je crois qu'ils sont pas mal catégoriques sur la natalité. Il faudrait que je le relise, là, mais je pense qu'ils disent que l'immigration ne sert à rien. Puis ce qui est essentiel pour renverser la pyramide des âges, c'est la natalité. Eux autres, ils ont une perspective plus nataliste. C'est pour ça que pendant un certain temps, moi, j'étais bien content là, des politiques de François Legault, là, les politiques natalistes. On réduit un peu l'immigration, on augmente un peu la natalité. Ça va dans le sens de ce que Dubreuil et Marois expliquent dans leur livre. Ouais. Alors ça, c'était un two thumbs up, comme on dit. Sauf que, mais là, ils sont silencieux sur les clandestins. Ça sert à quoi de faire baisser l'immigration de 50 000 à 40 000 s'il y en a 100 000 qui rentrent par le chemin Roxham? Alors, il y a une contradiction là, dans les propos de la CAQ. Vas-y, Carl. Excuse-moi, je t'ai interrompu 2-3 fois. Puis dans ton avant-dernier vidéo, Déluge migratoire, tu parlais il y a déjà un mois de... Invite les gens à aller voir. Aller voir, oui, Allez voir son vidéo, je l'ai vu, très bon, Déluge migratoire. Et si tu l'as bien écouté, Martin, à l'époque, il parlait de 150 par jour qui arrivaient il y a à peu près un mois. Et le chiffre qui arrivait à la fin de l'année, c'était 45 000. Mais là, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine, puis il y a 2 semaines? C'est qu'on est rendu à 300-400 par jour. On n'est plus rendu à 150. Ça veut dire que les illégaux vont être à 100 000 à la fin de l'année si ça continue de même, les gars. Donc, on peut pas endurer les affaires de même. On nous dit que les illégaux, là, les irréguliers, appelons comme on veut, on les fait venir quasiment pour rien. Il y en a 80% qui sont refusés. C'est faux. Je vais tout de suite démonter ça. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis avec ce qu'on appelle le DACA.
c'est Dreamers Act, tu sais, c'est justement ça, c'est des illégaux qui sont rentrés avec leurs enfants. Puis là maintenant, tu sais, c'est toute l'industrie de la compassion là, on peut pas les renvoyer parce que les enfants ont rien fait, n'ont pas voulu, il faut régulariser leur statut. Moi je te dis que c'est exactement ce qui va se passer avec les illégaux à cause que les enfants ont pas à payer pour tu sais les actes ils vont rester ici. De toute façon, ils seront bien intégrés. Je peux tout de suite faire le discours qu'on va entendre dans 3-4 ans. C'est sûr qu'ils ne partiront pas. Moi, je l'ai prédit l'été dernier quand ils arrivent. Il va se passer la même chose qu'aux États-Unis. On connaît le plan de match de la gauche radicale. On connaît les arguments, on sait ce qu'ils disent. Alexis, rappelons-nous du petit celui qui s'était noyé sur la plage. Là. Oui, c'est ça. Ils ont c'est ça qui va se passer au Québec. Un Radio-Canada ou une Mitsu qui fait dans une émission une famille qui doit partir puis qui mangeait du sirop d'érable puis qui mangeait des oreilles de Christ. Ils nous le font de temps en temps. Ils le font déjà le matin. Radio-Canada, ils en font plein là. Ils nous le font là. Puis je vais être honnête, ayant eu une conjointe mexicaine, on s'entend là. Il y a des gens qui doivent partir pour toutes sortes de raisons, sont ici, ainsi de suite. Mais des fois, je l'ai vu à l'aéroport, ça fait pitié. Des gens qui doivent quitter le Québec, qui sont expulsés. Mais il y a plein de choses qu'on sait pas. On n'expulse pas des gens pour rien. Tout d'un coup, expulser quelqu'un, ça coûte des sous aussi. Je veux dire... Mais c'est pas juste ça, c'est qu'il y a 2 millions de personnes qui payent des taxes au Québec, n'est-ce pas? On peut pas accueillir, je veux dire, l'ensemble de la planète. Là, présentement, il y a à peu près toute l'Afrique qui veut venir au Québec. Il y a comme, je veux dire, moi, des fois, les gens me disent sur les réseaux sociaux, il faut être accueillant. Ah oui, jusque où? Là, je veux dire, on est déjà endetté par-dessus la tête. Moi, j'ai un enfant, je veux dire, on prend des ressources. Tout le monde veut venir ici. On n'a même pas de ressources pour s'occuper de nos sans-abri. C'est ça qui est terrible. Ça. Le nombre de sans-abri. On peut pas dire ça. On n'a pas le droit de dire ça, que nos sans-abri, on n'a pas de ressources pour s'en occuper. Mais par contre, on accueille les gens d'ailleurs. On veut bien être généreux, mais maintenant, il faut s'occuper de nos personnes âgées. Il faut s'occuper de nos jeunes à l'école qui apprennent pas assez, qui ont pas assez de ressources. Et puis quand ils pensent à un programme pour accueillir les immigrants avec des maladies incurables. Là, je passe pas un reste. Mais non, c'est pas... C'est des vraies affaires. Ben oui. Puis, vas-y, continue, Alexis. Je veux dire, tout ça pour dire que tu as commencé ce segment en disant c'est quoi la politique de Trump avec les migrants. C'est pas la faute de Trump. Trump s'occupe de ses frontières. Trump règle ses affaires chez lui. À nous de régler nos affaires chez nous. Il faut fermer la frontière. Il faut installer un poste de douane sur le chemin Roxham. Pas des abris temporaires là, ou des roulottes. Juste un poste frontière, un second poste frontière, ça se ferait en une semaine. Ça serait réglé en une semaine. Mais je peux déjà te dire que j'ai parlé à des policiers là-bas, là, parce que j'ai été au chemin Roxham. Puis les gens là-bas, probablement, ils disent, là, on est débordés, là, on manque de ressources, on est dans le jus, on est obligé de prioriser, on reçoit des ordres, on doit fermer notre gueule, on est brûlés parce que ces gens-là font plus que leur corps de travail, là. On les manipule d'une certaine manière, ils savent qu'ils ont un job à faire, d'un autre côté, ils se disent, on sait que c'est des familles qui viennent, c'est des pions. Dans un échiquier, on peut juste rien dire, on n'a pas le droit, il faut juste faire notre job, on est des robots, David. Puis l'autre affaire, les gars, c'est qu'on nous étire l'élastique tranquillement. Rappelez-vous que pour nous faire accepter ces illégaux-là, il fallait avoir une ville pour les accueillir. Coderre nous a appris du jour au lendemain que Montréal était une ville sanctuaire. Moi, j'avais jamais su ça. Ça a été préparé à l'avance, hein? Oui. Il y a eu, tu sais, regarde l'année 2017, ça a commencé avec Alexandre Bissonnette. Là, cette affaire-là, je veux dire, ça sent mauvais là, de toute façon, de A à Z. J'en ai parlé dans certaines de mes lives. Là. Ça sent mauvais l'affaire Alexandre Bissonnette. Puis, on nous a immédiatement... L'année 2017 a commencé avec une accusation de racisme sur le peuple québécois. Oui. Après ça, il y a eu, si on se rappelle, la Saint-Jean, il y a eu cette espèce d'affaire du char allégorique là, qui était raciste. On se rappelle poussé par des Québécois noirs. Alors que c'est eux qui s'étaient proposés, je pense, que pour le faire. Et tu sais, il y a eu comme cette accusation en permanence de racisme en 2017. C'était pas là en 2016. En 2017, ils ont comme lancé le paquet. Ils ont bien préparé le terrain. Coderre a déclaré la ville sanctuaire. Puis là, tout d'un coup, au mois de juillet, paf! Là, ça commence à arriver comme un flot ininterrompu. Préparé exactement, je veux dire, sur le spot, le seul endroit où est-ce qu'ils pouvaient passer de façon irrégulière, en contournant toutes les lois. Ces gens-là ont été évidemment aiguillonnés. Hein, je veux dire, ils contournent tous les traités.
ils touchent exactement l'endroit, ils sont exactement à l'endroit où est-ce qu'il fallait qu'ils passent pour contourner tous les traités et pour nous obliger de les recevoir, de traiter. Ça a été préparé, hein, c'est ça que je dis, ça a été, c'est un scénario. Oui, puis cette gang d'hypocrites-là, ils ont sorti dans les dernières semaines Christine Saint-Pierre puis Hurtel pour demander 145 millions au Canada. Puis Hurtel, tout de suite, il a dit « Oh, là, on note un changement de ton du Canada. As-tu entendu parler qu'il nous avait redonné 150 millions que ça a coûté? » Non, du tout. Puis c'est là que on voit quelques petits libéraux sortir des nouvelles puis dire que là, c'est incontrôlé puis il faut faire quelque chose. Non, parce qu'on approche des élections. Ben oui. Ils veulent montrer, ils sortent leur fleur de lys à quelques semaines. Hey, je me laisse pas embarquer là-dedans. C'est de la pure manipulation. Puis ce qui m'agresse là-dedans, c'est qu'on a des médias manipulés par le privé. Puis on est vraiment dans une guerre informationnelle. On va-tu comprendre ça? Mais en tout cas, je vais quand même sauter du coq à l'âne. Juste regarder l'heure pour pas trop déborder. Mon Dieu, 10 heures presque. Ça va vite en maudit. Même pas de pause musicale, rien. On va en faire une dans pas long parce que je pense que t'as amené de quoi à boire, Carl. Oui. On va goûter à ça dans pas long. Mais juste une parenthèse rapide. Là. Ça, c'est une question que j'ai reçue. Là. Si on est dans une guerre d'information, un gars comme PKP qui contrôle un empire, de quel côté qui couche, PKP? Bonne question, hein? Moi, je veux dire, je me questionne. On est québécois. Ouais, c'est ça. Moi, je me me questionne sur la présence de Luc Lavoie sur les ondes. Il y a TVA, souvent on reprend beaucoup là. La propagande, là, c'est beaucoup les agences de presse internationales. Hein? C'est Agence France-Presse, c'est Reuters, c'est la BBC beaucoup. Les agences de presse internationales. Puis Québécois reprend beaucoup de ce qui se fait dans les agences de presse internationales. Il y a pas une ligne, à part le Journal de Montréal, certains chroniqueurs, il n'y a pas une ligne très nationaliste, là, je trouve. Je t'interromps 2 secondes, Alexis. Je pense que ça va être la pause Gorgoton. Oui, Julie. Merci, Julie. Maudit que t'es fine. Ça, c'est une petite tradition à Radio Infocité. Le vendredi soir, c'est plus relax. On déguste des bières. Alors, et pas n'importe quelle bière, des bières de microbrasserie. On n'oublie pas, on est vendredi soir, fait qu'on s'est un peu plus détendu. Merci Julie, c'est gentil. Vous voyez, c'est le fun d'avoir une blonde comme la mienne. Hein? Et je ne suis pas un homme macho, parce que moi, je fais aussi le ménage. Hein? C'est juste parce qu'elle est gentille, c'est tout. Bon. Alors, on fait une petite pause musicale. Vas-y, oui, puis je vous annonce la première bière qu'on va boire ce soir. C'est la Quaticook, une rousse. Tu sais que j'ai un petit faible pour les rousses. Alors, des goûts en matière de femme, mais bon, c'est de non, de bière quand même. C'est vrai, Elle est rousse. Elle est rousse. Ah, et voilà. Donc, Carl a bien pensé à ça. Eh oui. Absolument. C'est une petite fleur à sa femme, hein. C'est bon. C'est toujours bon d'avoir sa femme de son côté quand on fait une émission de radio. Absolument. Hein? On a tout compris ça. Et là, qu'à watch. Hein? Alors, c'est la Quaticook. À 4,2% d'alcool. C'est une bouteille qui se détaille aux alentours de 5 $. Et pour l'avoir bu à quelques reprises, moi j'aime bien les rousses parce que souvent ils ont un petit goût caramélisé. Oui. Parce que c'est ce qui rend la bière rousse, là, c'est la torréfication du grain avant qu'ils mettent ça dans l'eau puis qu'ils fassent fermenter ça. Donc c'est ça, c'est la Quaticook que je vous sers, mes chers amis. Ça, c'est le fun. As-tu eu ta commandite finalement? On a demandé une commandite pour de la bière. Force d'en boire. Non, là actuellement, c'est moi qui la commandite, mais ça va parce que je fais connaître les produits québécois. Pour moi, c'est une grande fierté. Puis éventuellement, j'espère qu'il y a des microbrasseries qui vont comprendre la publicité qu'on leur fait. Mais je vais t'envoyer au marché de la vigne. C'est quand même du monde que je connais à Longueuil. Là, au marché de la vigne, c'est comme si on peut dire le Costco de la bière à Longueuil. Là. Ils ont oui? 400 sortes. Là. C'est dans quel coin ça? À côté de la co-cathédrale, le nom de la rue m'échappe, mais c'est dans le Vieux-Longueuil. Dans le Vieux-Longueuil? Je trouverai l'adresse. OK, je vais aller les voir. Donc, santé, les gars. Santé. Puis moi, j'apprécie beaucoup qu'Alexis prenne son temps ce soir pour venir nous voir. Je suis content parce que je veux dire, c'est du contenu qui, forcément, ça suscite les passions. Alors, santé tout le monde, merci d'être là ce soir. Parce qu'il ne traite pas non plus de sujets faciles. Je vais vous dire, là, ceux qui, sans prendre la défense de Trump, des gens qui parlent objectivement du dossier, j'en vois pas beaucoup au Québec. C'est là qu'on voit à quel point c'est relié jusqu'ici. Alors, je vais quand même sauter du coq à l'âne. Moi, j'ai tendance à avoir une certaine distance par rapport à la politique américaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
la remise en question du libre-échange, parce que je suis contre le libre-échange, là, je me dis tout le temps ça. Je regarde mon concret comme travailleur. Qu'est-ce que ça m'influence dans mon quotidien? Mais on va y aller vite, là. Pourquoi un gars comme Lisée va s'opposer, exemple, à Trump? Ou il a pris position contre Trump? Oui, il a pris position contre Trump. On y va, là, parce qu'on est quand même, là, on est à quelques mois d'une élection. Parle-moi pas sur l'Élysée, là. Comment? Parle-moi pas sur l'Élysée, là. Veux-tu qu'on change de sujet? Je veux dire, je trouve qu'il y a juste... Depuis qu'il a été élu à la tête du Parti québécois, il ne fait que se mettre les pieds dans les plats. Il prend toutes les mauvaises positions. Je me rappelle encore l'été dernier ces inspecteurs antiracistes là, pour culpabiliser les Québécois. Il semble toujours faire le mauvais move. Si tu me permets l'anglicisme. Non, il n'y a pas de problème. Le gars est un souverainiste, hein, mais il s'oppose à l'axe Brexit, Le Pen, Poutine, Trump, je veux dire, toute la montée des souverainistes, des populistes partout dans le monde. Mais c'est un souverainiste de gauche. Il fait beaucoup de clin d'œil à Québec solidaire. Ben c'est ça l'affaire. C'est une espèce de souverainiste mondialiste. C'est comme le grand écart. C'est pour ça que ça fonctionne pas son affaire. Parce qu'il s'acoquine à Hillary Clinton qui veut une vaste zone nord-américaine sans frontières, alors que lui essaye de faire la souveraineté du Québec. Ce n'est qu'un paquet de contradictions. On dirait que il se rend pas compte de l'absurdité de certaines de ses positions. C'est pas la promotion non plus. Ce n'est pas un souverainiste conséquent. C'est pas un nationaliste, Lisée. En tout cas, moi, dans ma grille, là, c'est pas un nationaliste. C'est pas un nationaliste. C'est un mondialiste. Il s'oppose à tous les nationalistes. Tous les chefs d'État dans le monde ou les présidents de partis qui combattent le mondialisme, Lisée les répudie. Mais je vais rajouter un argument dans ce que tu dis. Moi, je viens du milieu militant et puis je fréquente le milieu militant des purs et durs. Ce sont mes amis. Je suis ami avec des gens qui font le Rassemblement pour un pays souverain, qui organisent beaucoup d'activités à caractère patriotique. Habituellement, tous les chefs de parti vont à cette activité-là parce qu'ils font un super fait des patriotes. Puis c'est comme un passage obligatoire. Oui, déjà plus de temps. Oh, il faut aller vite. Oh, je vais devoir terminer rapidement. Est-ce que François embarque avec nous? François embarque avec nous, Télésino? Alors, Télésino va me répondre. Je vais y aller rapidement. Télésino, ça, c'est comme dans Bobino, ça? C'est ça. C'est vieux, ça. C'est Jean-Marc Drolet, virtuellement parlant. Je l'appelle Télésino, son petit nom gentil. Avec Bobinette, c'est ça? C'est lui qui m'aide à distance pendant que j'ai le dos tourné. Déjà plus de temps. OK. Jean-Marc, à 22h, ferme ton émission. OK, on a terminé cette première partie de l'émission. On va maintenant embarquer avec le journal du soir. On close. Tout le monde me parle. François Saint-Louis va embarquer dans la discussion. Alors, on va le rejoindre. Est-ce que François Saint-Louis vient nous rejoindre ou pas? Télésino? Ah, c'est la beauté. Après la déconnexion. D'accord. Bon, on va aller continuer la discussion avec François Saint-Louis après. C'est ça qui est le fun. On va être relié avec le bureau chef, je sais pas comment on dit ça, la beauté. La maison mère. La maison mère, la beauté d'Internet, c'est qu'on peut être 2-3 satellites reliés ensemble, chacun chez soi dans. Elle est bonne, hein? Oui. Elle est bonne, oui. Très bonne. Ah oui. Mais donc, je te disais donc, lisez rapidement, là, Télésino, rapidement, là. Oui, c'est beau, merci. Bon, Lisée refuse de s'associer à des gens qui sont pourtant des alliés naturels du mouvement souverainiste, c'est-à-dire la gang du RPS qui organise toutes les fois des activités à caractère patriotique, dont le fameux repas traditionnel à la fête des patriotes. C'était le seul chef, je pense. PKP est venu, Marois est venu, Landry vient, c'est une base très régulière. C'est le chef le plus frileux de l'histoire du Parti québécois. C'est assez incroyable comment il veut pas être associé. Puis encore là, il veut rien savoir du Bloc québécois. C'est une erreur. En tout cas. Non, c'est bon. C'est bon. On aime ça. En passant, on ne parle pas contre le Parti québécois. On s'instruit. Pas pareil. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'émets un commentaire contre Lisée ou j'émets des doutes, là, je reçois la volée de bois vert. Là. Non, mais regarde, inquiète pas, ça ne peut pas être pire. C'est ça. Écoute, moi, je vais être très content que Jean-François Lisée nous surprenne dans les 4 prochains mois, puis je vais être très fier de vous dire que je vais prendre pour lui. Et pourtant, mais actuellement, c'est pas le cas. Pour devenir chef, il y avait quand même un pendant identitaire. Oui. Il a joué la carte d'identité. Merci, Julie. C'est ça qui est atroce. Ça, c'est manipuler son électorat.
Ça c'est le pire. C'est ça qui fait que tu haïs les politiciens. Parce que tu te fais vendre quelque chose, puis finalement, ils te font exactement le contraire rendu au pouvoir. Puis il a fait ça avec la chefferie du Parti québécois. Qu'est-ce qu'il va faire si jamais il prend le pouvoir? Je veux dire, étant donné qu'il a essentiellement menti ou manipulé ses membres, je veux dire qu'il a fait le contraire arrivé après la chefferie. Je veux dire, on peut croire, on peut en déduire qu'il va faire exactement ça, arriver au pouvoir. Il a perdu sa crédibilité après, en ce qui me concerne. Il a fait campagne sur une plateforme identitaire, il a fait exactement le contraire après. Alors, je veux dire, est-ce qu'on doit s'attendre à un virage de l'Élysée, étant donné qu'il est à 18%? On se rend compte que la source à l'Élysée, on y va vite. La source à l'Élysée ne fonctionne juste pas. 18%, pas capable de remonter, rien. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il change d'idée en cours de route? Pensez-vous que ça, je veux dire, regardez juste qu'est-ce qu'il vient de faire, là, je veux dire, son acceptation du débat en anglais, les tweets qu'il envoie à Justin Trudeau en anglais, etc. Je veux dire, il va de mal en pire. C'est-à-dire, c'est le contraire de ce qu'on pourrait s'attendre d'un chef du mouvement souverainiste. Il fait le contraire. Bon, ben, chers amis, on termine l'émission dans ma partie à moi. On rembarque au journal du soir. Oui, je le sais, François, on s'en vient. Alors, c'est tout pour Tout le monde me parle. Restez là, on embarque avec le journal du soir. On continue la discussion avec François Saint-Louis. Alors, on y va, Télésino, vas-y. Merci tout le monde d'avoir été là.